Maintenant, on va parler myasthénie et Covid parce que c'est quand même pour ça que vous êtes là, hein. Vous n'êtes pas là pour que je vous parle des Charcot-Marie-Tooth, vous êtes là pour que je vous parle des myasthénies. Donc, au printemps, on avait mené une étude collaborative nationale pour recenser tous les cas, enfin, en tout cas tous ceux qu'on connaissait, de cas de patients qui avaient une myasthénie et qui avaient attrapé le Covid. Là, je vous ai mis les principaux hôpitaux qui ont participé à cette étude. C'est une étude qui est encore en cours, comme vous verrez, mais je vais vous présenter donc les résultats de la première vague. Donc, la première vague, c'était donc on avait considéré que c'était les gens qui avaient eu un Covid entre le 1er janvier et le 8 juin, de façon totalement arbitraire pour le 8 juin, parce que c'était le moment où on voyait l'épidémie baisser, et on n'avait plus beaucoup de cas à ce moment-là, c'est très différent maintenant, bien sûr. En France, dans les bases de données, on a 3558 patients qui étaient au 8 juin, connus comme ayant une myasthénie et suivis dans un centre de référence. Sur ces 3500 personnes au printemps, on avait eu 40 personnes qui, je suis désolé, c'est en anglais pour certaines choses, mais je les traduis. On avait 40 personnes qui présentaient une myasthénie et pour lesquelles on avait suspecté un Covid. Sur ces 40 personnes, on en a gardé 36 dont on était à peu près certain qu'ils avaient un Covid. Donc, je vous rappelle, en première phase, on n'avait pas beaucoup de PCR. Donc, on avait posé le diagnostic soit sur la PCR quand on en avait une, soit sur les symptômes. Et on s'était particulièrement attardé sur le symptôme au niveau du problème pour sentir le goût et l'odorat. Donc, on avait retenu 36 personnes qui avaient une myasthénie et un Covid qu'on avait considéré comme vraiment sûr que c'était ça. Et sur les 36, on en a gardé 34, puisqu'il y avait 2 patients qui avaient des myasthénies congénitales, c'est des formes génétiques. Et on avait gardé que les 34 qui avaient des formes immunologiques pour avoir quelque chose de plus homogène. Donc, sur les 3500 personnes qu'il y avait en France, on avait donc 0,1% des patients myasthéniques qui ont attrapé le Covid à cette époque. Alors, la sévérité, alors la diapo est un peu lourde, je suis désolé. La sévérité, donc sur les 34 patients, donc on avait classé la sévérité de la même façon que tout à l'heure. Ceux qui n'étaient pas sévères, ils étaient à la maison. Ceux qui étaient moyennement sévères, ils étaient pris en charge dans un service de neurologie, essentiellement. Et ceux qui étaient très sévères, ils étaient en service de réanimation. Et donc là, vous voyez que c'est la maladie déjà plus sévère que pour les patients neuromusculaires standards, puisqu'il n'y en a que 44% contre 50% tout à l'heure qui étaient pris en charge à la maison. On en avait un tiers à peu près qui était pris en charge en service de médecine et 25%, un peu moins d'un quart, qui étaient pris en charge en réanimation. Donc vous voyez quand même un quart des patients qui avaient attrapé la myasthénie, qui avaient attrapé le Covid et qui avaient une myasthénie, étaient hospitalisés en réanimation. Et vous voyez un taux de mortalité qui était important. C'est sur les 34, il y en avait 5 qui sont décédés. Et donc 5, ça fait 14,7%. Alors juste, je vous ai mis les 5 personnes qui sont décédées pour vous dire qu'il y avait certes des personnes âgées, vous voyez 83 ans et 92 ans, mais il y avait aussi des personnes plus jeunes qui sont décédées à cause de leur Covid alors qu'ils avaient une myasthénie. Alors ce monsieur, c'est très très particulier parce que c'est un monsieur qui avait une forme très très sévère et qui avait une ventilation. Il avait commencé dans l'enfance. Vous voyez qu'il avait 23 ans de myasthénie dans les dents et qu'il en avait 39. Il avait commencé la maladie dans l'enfance et quand on commence la myasthénie dans l'enfance, souvent les muscles ont du mal à se développer et donc c'est des gens qui gardent des gènes vraiment très très importants au long cours. C'est un monsieur qui utilisait une trachéotomie pour respirer, donc il y avait un tuyau pour pouvoir l'aider à respirer. Donc je voulais juste vous présenter ce monsieur. Donc les 4 premiers ont été pris en charge en réanimation et puis ce monsieur plus âgé avait été pris en charge dans un service de médecine et est décédé très très rapidement. Les causes du décès chez ces patients-là, parce que je pense que ça vous intéresse, c'est des patients qui sont tous décédés de l'atteinte des poumons, essentiellement. Ce patient-là, il est aussi décédé parce qu'il avait des infections multiples, alors qu'il n'avait pas d'immunosuppresseur. Ici, on a 2 personnes qui sont décédées avec certes l'atteinte des poumons, mais aussi le cœur qui en pouvait plus, le rein qui en pouvait plus. Donc vraiment des gens qui avaient des formes très sévères de la maladie. Et vous voyez il y avait plusieurs traitements qui avaient été essayés. Donc, il y avait 2 patients qui avaient été mis sous hydroxychloroquine à l'époque, puisque à l'époque, on ne savait pas si ça marchait ou si ça marchait pas. Et en tout cas, devant la sévérité de l'atteinte, les collègues avaient décidé que ça valait le coup d'essayer. Alors, pour les autres quand même, parce que là, je vous ai parlé des décédés, mais il y en a 29 qui ont survécu à tout ça.
Et on a essayé de regarder quels étaient les facteurs de risque d'avoir une forme sévère de Covid. Alors, on avait regardé l'âge et vous voyez que ce n'est pas significatif pour l'âge. On n'a pas trouvé que l'âge était un facteur de risque. Alors, sur 34 patients, hein, ça ne fait pas beaucoup. Hein, donc, mais on n'a pas trouvé que l'âge était un facteur de risque, puisque comme vous avez vu, on peut être jeune, avoir une myasthénie sévère et donc avoir un Covid sévère. On n'a pas trouvé qu'être un homme, c'était plus grave qu'être une femme pour les myasthéniques. On n'a pas trouvé pour les myasthéniques non plus que qu'être obèse, c'était plus grave que de ne pas être obèse. Et si vous regardez tous les patients décédés, hein, il n'y en avait aucun d'entre eux qui était obèse. La durée de la myasthénie, on s'était posé la question, est-ce que le fait d'avoir une myasthénie de moins de 2 ans, c'était plus grave que d'avoir une myasthénie de plus de 2 ans? Parce que vous savez que souvent, la myasthénie, hein, dans les 2 premières années, vous le savez mieux que moi, hein, vous l'avez expérimenté tous, dans les 2 premières années, souvent la myasthénie, c'est une maladie qui est grave et qui fluctue, hein, et puis après, la maladie a tendance à se stabiliser. Et donc ça, on n'a pas trouvé que le fait d'être un vieux myasthénique ou un jeune myasthénique, c'était différent. Alors, après, l'élément le plus important, c'était les traitements. Donc, on a regardé si le fait d'être sous corticoïdes, ça protégeait ou ça aggravait. Alors, on n'a pas trouvé que ça protégeait, loin de là, et au contraire, ça a une tendance à aggraver. La significativité, c'est quand c'est en dessous de 5%, ça veut dire que c'est significatif. Vous voyez que là, c'est à 6,7. C'est pas tout à fait significatif, mais c'est pas loin de l'être. Donc la cortisone, c'est plutôt un facteur aggravant, même si on l'a pas prouvé à 100%, mais ça a l'air d'être un facteur qui fait qu'on a une forme plus grave. Pour les immunosuppresseurs, donc l'Immurel, le Celcept, le Celcept, le Rituximab, le Mabtera, je ne sais pas s'il y en a qui sont sous Prograf ou des choses comme ça. On a trouvé que là, par contre, c'était un facteur de risque important de faire une forme sévère de Covid. L'association de cortisone et d'immunosuppresseurs aussi est un facteur de risque de forme sévère. Et le facteur de risque principal de forme sévère, c'était très, très, très clairement et de très, très loin le fait d'avoir une myasthénie sévère. C'est-à-dire que plus les symptômes de la myasthénie sont sévères au moment où on commence le Covid, plus on a de risque de faire une forme sévère de Covid. Et ça, c'est vraiment très, 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 très fort. Hein. Ça multiplie par 120. Hein. Le fait d'avoir une myasthénie sévère, ça multiplie le risque de faire une forme sévère par 120. Et c'est pour ça, probablement, que ça efface les autres facteurs de risque classiques, hein, de Covid sévère. Alors, j'espère que tout le monde m'entend et que tout se passe bien, hein, parce que comme on n'a pas de retour, c'est toujours compliqué. Donc, là, c'était pour vous montrer que sur les patients le lien entre la sévérité du Covid et la sévérité de la myasthénie. Hein, donc, vous voyez en vert les patients qui sont pas sévères, qui sont pris en charge au domicile, en orange les patients qui sont moyennement sévères et en rouge les patients qui sont très sévères. Et vous voyez que les patients qui n'ont qu'une myasthénie oculaire, ils sont quasiment tous à domicile, alors que les patients qui ont une myasthénie sévère, ils sont quasiment tous en réanimation. Donc hein, là, je crois que c'est assez parlant. Et donc ceux qui ont une myasthénie modérée, eux, par contre, vous voyez qu'ils se répartissent de façon homogène. Donc vraiment, c'est le facteur risque principal, c'est la sévérité de la myasthénie. Donc là, c'est juste pour vous montrer les traitements. Donc, pas le mastinon, pas la mitélase, mais les traitements de fond, hein, donc les cortisones, les immunosuppresseurs. Vous voyez que quand on n'a pas d'immunosuppresseur et pas de cortisone, donc c'est la première ligne, vous voyez qu'on est plutôt en vert et donc on est plutôt pris en charge à domicile, donc on a des formes plutôt pas sévères. Et vous voyez que dès qu'on a un traitement, et bien à ce moment-là, on réduit le nombre de formes légères de Covid et on augmente le nombre de formes graves de Covid. Donc voilà, les deux messages, c'est vraiment le fait d'avoir une forme grave et le fait d'être sous traitement, les deux étant liés. Parce que bien entendu, quand on a une forme pas sévère de la maladie, on est rarement sous un traitement très lourd. Hein. Donc les deux éléments sont bien entendu liés. Juste pour vous dire très rapidement on a été très étonnés parce qu'en fait, la moyenne d'âge des patients qui ont eu le Covid, elle était beaucoup plus jeune que la moyenne d'âge des patients qui ont une myasthénie en France. La moyenne d'âge des patients qui ont une myasthénie en France, elle est de 61 ans hein, dans les bases de données, alors que la moyenne d'âge des gens qui ont eu le Covid, elle a été de 55 ans. Et ça, on l'a trouvé parce que, vous voyez, la myasthénie, vous avez le nombre de patients là et vous avez l'âge ici. Donc là,
là, quand on est jeune, on n'a pas beaucoup de myasthénie. Et vous voyez qu'il y a deux pics vraiment de fréquence de la maladie. La femme jeune, et puis on dit classiquement l'homme âgé. Et donc, il y a vraiment deux pics, vers 30 ans et après 60 ans. Et quand on regarde la répartition des patients dans notre étude, en fait, on voit bien le pic des jeunes, en particulier les femmes jeunes, mais on voit pas du tout le pic des patients âgés. Et ça, en fait, je pense que probablement les gens qui avaient la myasthénie, qui étaient âgés, ils se sont beaucoup plus protégés que les gens qui étaient plus jeunes. Et donc ça prouve que vous êtes bien protégé quand vous étiez âgé. On a aussi trouvé que les gens qui avaient eu le Covid avant le 24 mars, le 24 mars, c'est 8 jours après le confinement, ils étaient beaucoup plus jeunes qu'après le 24 mars. Et ça, c'est tout simplement qu'avant le confinement, les gens travaillaient sans aucune restriction. Et donc, en fait, les gens jeunes qui travaillaient, ils ont attrapé le Covid avant le 24 mars, avant le confinement. Donc, ça montre ça quand même, que le confinement, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, ça a été une mesure très efficace de lutte contre la maladie. Donc, les conclusions, c'est celle-là, et après, vous allez pouvoir poser vos questions. C'est donc 0,66% des patients myasthéniques ont eu un Covid au printemps. Là, pardon, je vois que je ne l'ai pas mis. Hein. Maintenant, on en est à 5. Ah si, je l'ai mis après. Maintenant, donc on était à 34 patients. J'ai demandé tout à l'heure à notre attaché de recherche clinique. On est à plus de 55 patients maintenant qui ont eu le Covid. On n'a pas encore fait les analyses parce qu'on attend d'avoir un peu plus de patients. Le taux de mortalité au printemps était de 15%. Alors au printemps, c'était particulier. Hein. On savait moins bien traiter, prendre en charge les formes sévères de la maladie. Les facteurs de risque principaux, je vous ai dit, la myasthénie sévère et les immunosuppresseurs. Les corticoïdes, c'est sûr, ça n'a pas d'effet protecteur et c'est plutôt un effet délétère. Les patients jeunes étaient plus à risque d'attraper le Covid au printemps, mais ça, c'est parce que c'est les mesures de confinement qui ont fait que les gens jeunes l'ont moins attrapé dans la seconde partie de l'épidémie. Et actuellement, donc l'étude continue. Il y a plus de 50 patients maintenant donc 55, je vous ai dit tout à l'heure même, qui sont rentrés dans notre base de données. Et on a prévu de faire de nouvelles analyses dans 2 mois quand les choses seront passées pour l'hiver. Si jamais il y en a dans certains d'entre vous qui ont eu le Covid, alors si possible plutôt confirmé par PCR, hein, mais si c'est pas le cas, on prend quand même, et dont le médecin n'a pas encore déclaré qu'ils avaient eu le Covid, vous avez l'email ici qui est information-du-6 COMAI-COVID, comme cohorte myasthénie Covid, @chu-bordeaux.fr, où vous pouvez vous signaler. Donc, je pense que j'ai fini.